3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dauphas nous accompagne ce soir, chef économiste chez TAC Economics. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Gilles Guiboud de nous accompagner également. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Vous êtes responsable de la gestion action européenne d'AXA IM et Étienne de Marsac à nos côtés également ce soir. Bonsoir Étienne. Bonsoir Grégoire. Vous êtes désormais directeur de la SICAV Monakea Capital, qui est spécialisée dans la dette émergente. La dette émergente. Étienne de Marsac, donc avec nous également. Quelques sujets global macro, peut-être effectivement pour commencer, avec notamment la décision de la Fed ce soir. La question étant, est-ce que Jérôme Powell, jusqu'où Jérôme Powell ira dans l'idée de repousser les anticipations de marché? Est-ce que tous les meetings à partir de celui de ce soir seront des meetings ouverts, live, comme on dit dans le jargon des banquiers centraux, pour une première baisse de taux? Léa. Alors, en tout cas, ça appuierait le message que les banques centrales sont désormais data dependent. Quand on a des chiffrages d'inflation en décélération, de croissance qui se tiennent et qu'on sait qu'on a aujourd'hui des banques centrales qui sont surrestrictives, nous on a une sorte de taux neutre en fait. La Fed devrait retourner à 4%. Il y a à peu près 150 BP de buffer, de marge. De marge. Donc, dans ce contexte-là et dans ce sens-là, oui, tous les meetings, hormis celui de ce soir, sont à peu près ouverts pour des premières baisses de taux. On a quand même, nous, plutôt un scénario de baisse de taux sur le Q2 pour principalement 2 raisons. La première, c'est que, on a quand même une forte résilience encore de la macro américaine qui continue de nous surprendre, avec le risque qu'on ait du sous-jacent avec une inflation qui certes décélère, mais reste quand même inerte sur certains types de biens dans un environnement en plus qui est assez volatile avec des problématiques plutôt haussière inflation que baissière inflation. Le risque qu'on baisse trop tôt aujourd'hui et on doit à un moment ou à un autre arrêter ou remonter parce que les pressions inflationnistes en fait reviennent parce que l'économie se tient en fait mieux que ce qu'on attendait. Donc ça, et ça, le scénario stop and go, c'est ce qu'ils veulent absolument éviter. Exactement. Donc c'est plutôt l'idée, est-ce qu'on est aujourd'hui à 2 mois près pour entamer une première baisse, sachant que de toute manière, une grosse partie de la baisse est déjà anticipée si on regarde la courbe de taux, et que est-ce qu'on fait une baisse en mars ou en mai? On sera en fait fixé au mois de février et que le jour des 2 meetings, au final, le mouvement, c'est toujours pareil. Ce soir, ils ne savent pas. Ce soir, les membres de la Fed, s'ils vont baisser en mars, en mai ou plus tard. La logique moyen terme et ce côté prudence, en même temps que le data dependence de la Fed, voudrait dire on n'est pas à 2 mois près et attendons d'avoir un Q2 dans lequel on ait une vision un peu plus forte des tensions inflationnistes sous-jacentes et de la dynamique macro. Le risque quand même qu'on a, c'est avec 200 000 créations d'emplois en continu, on ait une croissance via la conso qui reste toujours éveillante, un effet revenu qui s'entretienne et donc au final une surchauffe de l'économie, enfin une surchauffe en tout cas une reprise de l'économie en sous-jacent alors qu'on n'a pas assez assoupli la politique monétaire. Donc c'est un peu ce côté-là qui fait dire aujourd'hui attention à de la prudence et c'est un peu le même discours qu'on peut avoir sur l'ensemble des banques centrales. Oui, les portes de mars sont ouvertes pour la Fed et pour la BCE parce qu'effectivement l'inflation décélère plus vite qu'attendu et que les situations macro, alors pour la Fed permettent d'avoir de la marge parce que ça tient et pour la BCE c'est suffisamment atone et anémique pour qu'on puisse mettre un petit soutien monétaire. Maintenant, il y a quand même beaucoup d'incertitudes encore dans les scénarios et dans une logique de data dependence et dans une logique de prudence, ça paraît aussi plus cohérent d'attendre un Q2 plutôt que d'accélérer vite au Q1, quitte à créer ensuite les conditions d'un retour de l'inflation sur 2025. La Fed, comment vous regardez ça, évidemment, Étienne, et quel est le niveau de confiance qu'on peut percevoir du côté de la Fed et de la Banque Centrale Européenne dans l'équilibre des risques, notamment, et est-ce que Jérôme Powell doit tenter de fermer le plus possible la porte à une baisse de taux dès le prochain meeting du mois de mars, ou est-ce que la communication peut être beaucoup plus ouverte encore de ce point de vue-là ? Je pense que la Fed a démontré une certaine flexibilité dans sa communication et peut-être que ce soir, on peut au moins attendre une légère altération de son expression et de son wording dans le sens d'un équilibre de la balance des risques. C'est-à-dire que globalement, la politique monétaire est à un niveau neutre, ce qui pourrait être dit ou en tout cas sous-entendu dans l'emploi des mots de ce soir, ce qui permettrait au marché de continuer à anticiper sans pour autant suranticiper cette logique dans laquelle le marché s'est inscrit
inscrit, à savoir l'anticipation de entre 130 et 160 basis points de baisse de taux d'ici à la fin de l'année. Néanmoins, les risques, notamment les risques d'une baisse des taux de manière beaucoup trop anticipée existent. Et à ce titre-là, moi je trouve que le mantra de soft landing est un mantra qui a du mal à décrire l'état actuel du cycle US, qui n'est ni en train d'atterrir, ni en train d'être soft. C'est-à-dire qu'on part sur la Lune, quoi. On continue à être dans une logique d'expansion au regard d'un certain nombre de critères, qui sont des critères qui sont tangibles et qui sont quantitatifs. 23 a été une année d'accélération de la croissance américaine. Là, on est encore sur des niveaux de croissance de plus 3,3 trimestre après trimestre, et on est surtout au plein emploi, c'est-à-dire un taux d'emploi ou un taux de chômage qui est de 3,70. Et d'ailleurs, je note que dans les chiffres récents, l'indicateur de est-ce qu'il est facile ou compliqué de revenir à l'emploi, donc l'indicateur Jobs Hard to Get, cet indicateur, il baisse brutalement. Et il est extrêmement bien corrélé avec le taux de chômage américain. Ce qui peut vouloir dire que dans les semaines et les mois qui viennent, attention, on ne va pas avoir une remontée progressive du taux de chômage, mais une poursuite de sa baisse, ou pourquoi pas une stagnation sur les niveaux qui sont des niveaux de 3,70, qui ne sont pas du tout compatibles avec des niveaux de récession, ni avec des niveaux de soft landing. Donc vous avez un taux de chômage qui est le signe, finalement, quand même, c'est le signe qui emporte tous les débats. C'est-à-dire que vous n'avez pas de remontée du taux de chômage, ou en tout cas toujours pas. Vous avez des excess savings qui sont bien plus élevés qu'on ne le pensait. C'est-à-dire, les économistes et les stratégistes et moi-même, on pensait en fait que la récession, elle serait atteinte fin 2023 sur fond d'épuisement des excess savings. En réalité, les excess savings, il y en a beaucoup plus, et ils baissent avec une vitesse qui est plus lente. Donc en fait, vous pouvez reporter d'un an l'atterrissage vers un niveau de zéro des excess savings qui sont de l'ordre de 500 milliards. Le consommateur américain a l'air de les épuiser à une vitesse de 50 à 75 milliards par mois. Donc vous continuez à avoir du potentiel de consommation, et je pense que la Fed doit faire très attention au niveau de liquidité investi en money market fund, investi en dépôt bancaire, investi en treasuries court terme qui sont sensibles à la baisse de taux. Et je termine, c'est-à-dire que si vous baissez les taux de 100 BP ou de 75 BP, vous pouvez parier sur le redéploiement, soit dans la consommation, soit dans la sphère réelle, effectivement, de ces liquidités. Et là, vous avez une vague d'inflation de deuxième tour, ou un deuxième effet qui est potentiel. J'entends le point, j'entends les risques, et on est tous... ce qu'a délivré l'économie américaine en 23 est spectaculaire, tant sur le plan de la croissance que sur le plan de la désinflation, parce que tout ce que vous dites là, c'est quand même accompagné par une désinflation beaucoup plus rapide encore que ce qui était prévu par la Réserve fédérale américaine. Oui, le but, c'est ce que j'ai compris des derniers discours de Jérôme Powell, de ces premières baisses de taux en tout cas, et pas de venir soutenir une économie qui serait au bord du gouffre. C'est pas du tout ça. C'est juste se réadapter à la situation de l'inflation aujourd'hui, qui n'est plus celle d'il y a 12 ou 18 mois, que ce soit en niveau et que ce soit même en termes de dynamique. Oui, effectivement, mais vous êtes quand même dans une sphère de réactivité ou de circularité très élevée entre la baisse des taux, le pricing des marchés financiers et la consommation. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement cette forme d'altération de ce qu'on appelle la fonction de réaction de la Fed. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est effectivement la Fed dit, bon, job is done sur l'inflation, en gros. Donc on adapte nos niveaux de taux qui sont probablement un peu trop restrictif compte tenu de l'inflation. Et on se recale sur l'output gap. Donc on regarde l'output gap. Et on se dit, bah tiens, finalement, on est peut-être dans une forme de décélération de l'output gap, mais c'est pas sûr. Et le point, c'est attention à ne pas trop recalibrer sa fonction de réaction sur l'output gap, compte tenu d'un cycle qui, pour le moment, continue, se prolonge et ne montre aucun signe de faiblesse. Et donc, cette recalibration de la formule de Taylor est vraisemblablement peut-être un petit peu trop tôt dans le temps. Bon, on est toujours là à débattre du calendrier des baisses de taux. Gilles, est-ce que c'est encore un sujet pour vous, les investisseurs actions, ou est-ce que c'est un facteur désormais qui s'estompe un petit peu, puisque tout le monde a en tête, je le disais, que la Fed n'avait pas bougé ses taux depuis juillet, tout le monde a en tête que le prochain mouvement, que ce soit mars, mai ou plus tard, sera un mouvement à la baisse. Alors, effectivement, tout le monde a en tête que ça sera un mouvement à la baisse. Néanmoins, ce que disait précédemment Léa, c'est qu'effectivement, on est dans l'anticipation potentiellement de 150 BP cette année.
Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quel est l'impact en fait sur les marchés actions. Et en réalité, ce qu'on a pu voir, c'est que le marché actions, il a déjà assez largement réagi. On l'a vu avec le rebond qu'on a pu observer à partir de l'annonce de la stabilisation du pic sur les taux, à partir du mois de fin octobre, en fait. Le marché s'est forgé sa conviction là-dessus, hein, bien sûr. On a eu une remontée absolument phénoménale des marchés actions pour retrouver des plus hauts et continuer à faire des plus hauts tous les jours. Donc, le risque, à mon sens, il est plus potentiellement à la baisse pour les marchés actions, dans le sens où, effectivement, on a anticipé une baisse de 150 BP cette année. Si on devait repousser la baisse des taux de 1 ou 2 mois, peut-être que les marchés pourraient être déçus en se disant finalement, il y a un peu moins de baisse de taux que ce qu'on avait anticipé et qu'on avait pricé dans le rebond des marchés actions. Alors, on peut le lire de deux manières. Soit parce que ça a un impact négatif sur le multiple de valorisation, mais à l'inverse, ça peut être en partie compensé, en réalité, par des résultats d'entreprise qui seraient meilleurs. Ça entretient l'illusion nominale, ça entretient un peu d'effet inflationniste supplémentaire sur les chiffres d'affaires et in fine sur les marges de certaines entreprises et de certains secteurs. Et ça traduit en fait aussi, que c'est aussi l'illustration qu'en fait on a des résultats d'entreprise et ce qu'on a commencé à avoir avec un certain nombre de résultats qui sont, malgré quelques petites déceptions, qui sont quand même encore de très bonnes factures. Et quand on écoute le ton des entreprises, on a commencé à avoir des conférences, on a pu rencontrer plusieurs entreprises depuis le mois de janvier. Le ton reste quand même étonnamment confiant, je vais dire, y compris pour des boîtes européennes. Donc et c'est là où on se dit, finalement, si on reste confiant et que l'économie semble bien tenir, il est peut-être un peu tôt pour baisser les taux. Mais là-dessus, moi, je ne suis pas économiste, je ne me prononcerai pas. Je dis juste que si on ne les baisse pas, ça peut créer une déception et avoir un impact sur, notamment, les titres qui avaient le plus profité de cette anticipation, qui étaient les titres à duration longue, en tout cas sur la partie de la tech, où on avait eu cette inflation de multiples qu'on avait vu se mettre en place depuis 2 mois et demi. Maintenant, sur les résultats d'entreprise, c'est pas nécessairement la politique de taux qui va avoir un impact. Mais voilà. Donc la réaction à court terme, elle est, à mon avis, plus potentiellement légèrement à la baisse qu'à la hausse, parce qu'on a déjà anticipé beaucoup de choses. Léa, je comprends. Si Jérôme Powell est... Franchement, l'économie américaine, encore une fois, est dans un fauteuil aujourd'hui. Enfin, le soft landing, le no landing, c'est maintenant. Le no soft landing, c'est maintenant. La situation est forcément est toujours différente pour la Banque centrale européenne. Si Powell n'a pas d'urgence à baisser les taux, on a quand même le sentiment que pour la BCE, plus le temps passe et plus les données tombent, plus on se dit le plus tôt sera le mieux quand même. Alors moi, j'ai pas cette sensation sur l'Europe. Alors, il y a deux choses. Le premier, c'est que tout le monde s'attend à ce que la situation se dégrade nettement en Europe par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors qu'en réalité, si on prend le sous-jacent de la zone euro, on a plutôt un effet de désinflation qui va se mettre en place, une banque centrale qui, dans tous les cas, arrête d'augmenter avec un passage de la politique monétaire qui est plus rapide en zone euro qu'aux États-Unis. Et nous, on a des arbres et des modèles de décision, donc on ne fait pas d'hypothèse. Ce qu'indiquent les arbres de décision, c'est qu'effectivement, à court terme, tant qu'on est dans une dynamique de confiance faible en zone euro, on ne va pas avoir d'impulsion. Et ce qui manque à la zone euro, c'est l'impulsion globale du commerce mondial des États-Unis. Donc on est plutôt dans une année où, effectivement, à court terme, c'est plutôt médiocre et ça tourne autour de la situation actuelle. Les chiffres du Q4 montrent effectivement une baisse de la demande domestique qui est un sujet, mais on peut espérer que quelque part au premier semestre, la baisse de l'inflation et encore une fois un marché du travail qui se tient en Europe n'emmène pas l'Europe vers des niveaux de récession très forts. On resterait plutôt sur des seuils de récession technique une bonne partie du premier semestre. Et au deuxième semestre, on est plutôt impulsion, commerce mondial, reprise extérieure, rebond américain et ensemble en dynamique globale qui là aussi soutiennent la zone euro. Donc certes, on a des données d'enquête qui sont pas bonnes, il y a une forte hétérogénéité des pays, j'aurais pas le même scénario zone euro que Allemagne ou Espagne, mais je pense qu'il y a quand même un bashing zone euro assez fort, alors que c'est plutôt une situation qui est certes médiocre, mais dans lequel les facteurs d'amélioration sont plus présents en ce début d'année 2024 que ce qu'on a connu en 2023. Donc c'est pour ça que je suis un peu plus positive, entre guillemets. Nous, on a un scénario de 0,5% de croissance en zone euro cette année, et on est plutôt autour de 1,5-2 aux États-Unis. Donc c'est un grand différentiel. Et ça, c'est une situation qui peut justifier le maintien d'un taux de dépôt directeur
effectif à 4% encore. Aux États-Unis, on a à peu près 150 BP de décalage entre là où ça devrait être. En zone euro, on a à peu près 50 BP de décalage entre le trop restrictif de la BCE et là où ça devrait aller. Donc c'est certes trop restrictif, mais pas de beaucoup. En tout cas, nettement moins que ce qu'on voit aux États-Unis. Avec là aussi, si on se fie au discours de Christine Lagarde, on a quelque chose qui est beaucoup plus clair en zone euro, dans lequel on s'attend à avoir une décélération au moins visible dans les datas, des salaires, du coût du travail, etc., etc. Donc en zone euro, ouvrir la porte pour mars, ça voudrait dire que effectivement, on a une poursuite de la décélération de l'inflation. On a une situation conjoncturelle qui continue de se dégrader. Et on voit tout un sous-jacent qui entretient la décélération de l'inflation. Si tous ces phénomènes-là se mettaient en place, pourquoi pas avoir une baisse Ça paraît compliqué. Et ça paraît compliqué sur un décalage BCE-Fed. Traditionnellement, la séquence Fed-BCE serait assez logique, d'autant plus là avec le calendrier qui est un peu à part. Mais nous, on garde la porte ouverte, donc c'est plutôt juin pour la BCE. Si effectivement, on avait un couloir de bonnes nouvelles, pourquoi pas l'avancer, d'autant plus s'il a fait de l'avance, mais on reste encore pour l'instant, en tout cas faisons le pari du data dependence, attendons de voir les données sur la désinflation avant de pricer trop tôt la BCE. C'est ce que vous disiez sur les entreprises européennes cotées, on parle de cet univers-là avec vous, Gilles. Il y a encore une relative confiance. Qu'est-ce qu'on peut dire peut-être des secteurs ou des entreprises qui commencent quand même à être confrontés à un problème de demande? Est-ce qu'à l'inverse, il y a encore des secteurs qui sont encore dans des questionnements sur l'offre, que ce soit en termes d'offres de travail, de main-d'œuvre, que ce soit sur des chaînes logistiques, etc. Ce qu'on a pu voir, c'est que là où on avait des points de faiblesse, c'était, y compris aux États-Unis, c'était ce qui était exposé aux consommateurs, et on va dire aux consommateurs le moins aisé. Là où on retrouve un consommateur aisé, on n'a qu'à regarder les chiffres de Richemont, de LVMH ou de Xenia ce matin. On a beaucoup moins de sujets. Les chiffres de Starbucks étaient quand même d'un peu moins bonne facture. Donc, sur la consommation, on voit bien que on a des messages qui ne sont pas très nets. En revanche, là où et en fait la France sur la partie l'Europe sur la partie et la zone euro sur la partie consommation, surtout à l'international, elle est beaucoup plus positionnée sur la partie haut de gamme. Et là où elle est sur la partie bas de gamme, entre guillemets, on a vu Puma, c'était pas terrible. En revanche, là où l'Europe est assez présente, c'est sur la partie industrielle. Et en fait, la partie industrielle, on s'aperçoit que celle-là bénéficie en Europe, mais également aux États-Unis, de tous les plans de relance, de tous les plans de soutien. On avait aux États-Unis pour 1700 milliards de plans d'investissement entre le Build Back Better America, le CHIPS Act, l'ARA. Mais là, maintenant, on parle d'un nouveau plan pour soutenir les semi-conducteurs aux États-Unis. En Europe, même si c'est compliqué, la mise en place, j'étais la semaine dernière en Italie, on voit qu'ils ont quand même retravaillé tout le programme de REPowerEU et des soutiens européens pour essayer de flécher les dépenses d'investissement en Italie pour beaucoup plus rapidement, en fait en les confiant beaucoup plus aux entreprises qui étaient capables de les gérer, donc essentiellement aux entreprises d'infrastructure, que ce soit RFI, que ce soit Terna. Et donc, on voit quand même tout ça, ça vient soutenir l'activité. Et en réalité, les messages qu'on a pu avoir de ces entreprises qui sont liées en fait au CAPEX sont encore, finalement, assez constructifs. Alors, bien sûr, on peut avoir ici et là des signes de ralentissement, mais dans le même temps, ce qu'on peut voir, c'est qu'un certain nombre de secteurs qui avaient souffert, notamment des phénomènes de déstockage tout au long de l'année dernière, en réalité, on arrive au bout de déstockage, et donc on a une normalisation de la demande, et donc en fait, le réalignement entre le sell-in, ce qu'on appelle le sell-in et le sell-out, provoque en fait une amélioration. Et donc tous ces éléments qui se mettent en place font qu'en fait on a des perspectives pour l'année qui sont pas si mauvaises que ça, d'autant que si je comprends bien ce que me disent les économistes chez moi, c'est que et j'avais pas forcément quelque chose que j'avais en tête, c'est qu'en réalité, même en Europe, la situation du consommateur s'améliore, puisqu'en fait, on va retrouver, au cours de l'année,
une hausse du pouvoir d'achat. La question étant, est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit à changer la perception et à modifier la psychologie, et in fine, les comportements mais la perception, des consommateurs ? Est-ce que ça ? Parce que là aussi, il y a beaucoup de stocks d'épargne, mais on est en train de se demander si c'est pas du patrimoine figé maintenant, d'une certaine manière. Pour la consommation, mais en attendant, on a quand même ce qu'on peut voir, c'est que cette résilience de l'économie, elle provient aussi de ces plans d'investissement qui font que s'ils continuent à se développer, ça devrait permettre de redonner peut-être un peu de confiance. Il y a sans doute un cas particulier pour l'Allemagne, qui est effectivement sur un modèle d'économie qui est sans doute pas forcément le plus en ligne avec les besoins du moment. C'est bien dit. Voilà. Mais c'est un problème spécifique à l'Allemagne. Oui, je comprends. Qu'est-ce que ça implique pour la sphère émergente ? Si on revient à l'idée quand même de baisse de taux devant nous, notamment par la Fed, au-delà du calendrier, Étienne, qu'est-ce que ça implique pour des grandes économies émergentes ? C'est un soulagement qui est attendu ? Est-ce que des grandes banques centrales émergentes ont déjà pris les devants en anticipant ce qu'allait faire la Réserve fédérale américaine ? C'est une très bonne question. Donc déjà, on peut rappeler que les points de départ en termes de niveau d'inflation ne sont pas les mêmes. La synchronisation dans la désinflation n'est pas la même. Le mouvement de baisse de taux est déjà enclenché dans certains pays d'Amérique latine, par exemple le Brésil, pour ne pas le citer. Ce qui déjà alimente ou peut potentiellement alimenter des inflows, donc des flux porteurs, ou en tout cas donner l'impression d'un univers qui serait plus intéressant. Le deuxième point, c'est effectivement, on a tendance à lier dette des pays émergents et activité de la Fed. Et donc, des débats que l'on a entre nous, on comprend que les baisses de taux de la Fed de grande ampleur ne sont pas imminentes. On est plutôt sur vraisemblablement soit des baisses de taux de faible amplitude ou en tout cas une forme de stabilité qui pourrait continuer. Et ça, c'est très porteur pour le refinancement, et notamment le refinancement des pays émergents. Et les pays émergents qui ont déjà très largement entamé ou diminué leur dépendance au taux américain, rappelons-le. Et le troisième point, c'est qu'il y a des histoires qui sont spécifiques, comme celle de l'Argentine, par exemple. Argentine qui subit un véritable choc de libéralisme, choc de libéralisme qui pourrait inspirer certains pays comme le nôtre, notamment récemment, et qui sont des cas d'investissement, d'autant plus que depuis les 2 dernières années, vous avez eu 120 milliards de sorties d'investisseurs dans les dettes émergentes, ce qui correspond à un extréma depuis 25 ans. Et donc finalement, vous vous retrouvez avec un univers qui est peut-être un peu porteur, des cas spécifiques qui sont intéressants et dignes d'études, et puis un univers qui est en bonne santé et sous-investi en flux. Et donc là, ça crée un cas d'investissement qui est, me semble-t-il, favorable pour les mois et peut-être les années qui viennent. Sur l'Argentine spécifique, on est déjà convaincu qu'il y a de la valeur intéressante là dans des obligations argentines sur ces marchés argentins, parce qu'il vient d'arriver quand même Javier Milei, oui. Et il peut être un peu surprenant dans la méthode, etc. Et puis surtout, est-ce qu'il pourra délivrer autant que ce qu'il montre à l'image avec le symbole de la tronçonneuse, quoi. Non, mais il y a quand même derrière lui, c'est très intéressant. Il n'y a peut-être pas grand monde. Et voilà, parce que le monde retient le symbole de la tronçonneuse pour en faire un clown ou quelqu'un pas du tout. Ma question étant, est-ce qu'il aura les moyens et le soutien pour délivrer ce qu'il affiche au visage du monde? Alors déjà, il a le soutien des États-Unis, ce qui est quand même un soutien qui est de bonne ampleur. Et deuxièmement, pour répondre à votre question de la solvabilité, vous touchez des bonds, donc des obligations qui valent 40% du pair et qui payent régulièrement leurs coupons. Ce qui veut dire que pour l'investisseur, vous avez un taux de rendement actuariel qui est très élevé, et en tous les cas, dans cet univers où finalement on cherche à trouver le potentiel haussier des marchés actions, le potentiel baissier des taux d'intérêt, qu'ils soient des taux d'intérêt d'État dans les économies développées ou les taux d'intérêt du secteur privé qui sont très largement contractés, notamment au dernier trimestre de 2023, eh bien peut-être que les pays émergents bien gérés peuvent apporter une réponse à ce souci de où est-ce que je fais du et 40% du pair sur une obligation argentine, c'est un plancher. Ah oui, enfin ça. Oui, non, j'en sais rien. Ou alors tomber dans des logiques de restructuration, et pour l'instant c'est pas le sujet. C'est pas encore
encore à nouveau le sujet pour l'Argentine. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. De l'Argentine à la Chine, il faut qu'on en dise un mot, Léa. Bon, sur l'Argentine, si vous avez un commentaire, vous suivez la sphère émergente toujours très précisément. Je rajouterais qu'il faut faire attention au risque pays au-delà des niveaux de pair ou autres, et qu'il y a une forte logique risque pays à prendre en plus du potentiel, notamment pour l'Argentine. Ouais. Sur la Chine, qu'en est-il justement du risque chinois à ce stade ? Est-ce qu'il y a l'idée d'un plancher, alors, un plancher macro, un plancher de marché également, avec des efforts continus Ceci étant dit, mais c'est très exactement le risque pays qui rend les obligations attractives. Intéressant. Victime d'un code postal, effectivement, qui fait qu'elles sont à ces niveaux de valeur intéressantes pour vous aujourd'hui. Je continue sur la Chine. Est-ce qu'il y a un plancher macro et pour les marchés chinois également? En soi, je vais faire la même réponse que sur la zone euro. Pareil, pas si surprise que ça de ce qui se passe aujourd'hui en Chine. On est dans la décroissance structurelle de l'économie chinoise avec une forte volatilité sur la logique conjoncturelle. On avait une problématique 2023 de surcapacité de production face à une faiblesse de la confiance et du consommateur qui met du temps à être établi dans un environnement qui en plus est compliqué avec l'ajustement qu'on connaît de toute la logique immobilière. Donc c'est une année qui va être compliquée. On est plutôt, nous, sur une croissance qui est autour de 4,5% sur 2024, qui se situe autour du consensus. Voyons le chiffre que les autorités émettent sur cette année. Pour nous, c'est vraiment ce qui s'est passé l'année dernière et la poursuite de ce qui va se passer cette année. C'est une ligne de crête. On est sur un désengagement, démantèlement du secteur immobilier et du deleveraging de ce secteur-là, qui implique nécessitement des défaillances, des défauts en chaîne dans un secteur bancaire qui est fragile et qui a en tout cas une propension à intégrer un choc fort sur l'économie de manière complexe. Donc les autorités sont sur une ligne de crête. Ça avait été le cas l'année dernière, c'est encore le cas sur cette année. Elles ont normalement les capacités à la fois politiques et financières de le régler, mais c'est une année qui va être compliquée et que de toute manière, il y a un sous-jacent déjà structurel qui est fort. On rajoute du conjoncturel avec un choc immobilier. On sait que de toute manière, on coche des situations qui sont compliquées, mais encore une fois, les autorités ont la capacité de contrôle suffisante pour réussir. Mais de contrôle. Parce que j'entends ici et là certains investisseurs qui commencent à rêver d'un espèce de panique stimulus, quoi. C'est-à-dire ça va tellement mal, y compris sur le plan boursier, qu'il faut quand même à un moment mettre des interventions un peu plus massives pour stopper l'hémorragie et peut-être ramener un filet de croissance supplémentaire. Combien de temps qu'on discute de la Chine et combien de temps qu'on dit alors ce stimulus, ça fait je pense à peu près depuis 2008. Mais ça fait depuis 2008, on a cette idée en tête que la Chine pourrait relancer massivement si nécessaire à chaque crise, quoi. Elle est aujourd'hui elle a toujours tenu cette ligne de crête et cette ligne de contrôle de il doit y avoir ce deleveraging quel que soit l'ajustement conjoncturel. Donc la conjoncture va diminuer parce que ce deleveraging est voulu et on gère cette ligne de crête de cette manière-là. Là où il y aura de l'impulsion, là où il y aura un stimulus significatif, c'est effectivement si on dégénère sur un risque bancaire où là il y aura un soutien. Pour l'instant, entre les effets d'annonce, la réouverture aux investisseurs étrangers ou autres, on est déjà dans une approche où on ouvre un peu. Il y a eu des sujets sur les logiques locales dans lesquelles là aussi on ajuste. Donc il y a du stimuli à droite, à gauche qui se met en place. Pour l'instant, il est suffisant pour mettre ça. S'il y a besoin, oui, il y aura, mais on est sur cette ligne de crête. On n'attend pas une impulsion majeure à arriver à court terme qui va repartir sur des chiffres forts de la croissance. De toute manière, elle est dans une logique structurelle de décélération. Que disent les entreprises là, à ce stade sur celles qui opèrent en Chine, bien sûr, et qu'est-ce que la situation macroéconomique chinoise implique pour des secteurs qui sont très liés peut-être aussi encore à cette dynamique chinoise, Gilles? Alors, aujourd'hui, la thématique chinoise, on la voit surtout pour les sociétés européennes au travers des discussions sur notamment la concurrence chinoise, puisque effectivement, cette baisse d'utilisation des capacités de production en interne fait qu'il y a une velléité à exporter pour maintenir les niveaux de capacité de production à des niveaux élevés. Et donc, sur les sujets de concurrence, déloyale ou pas... pour saturer notre capacité de production, il faut qu'on exporte nos voitures. Voilà. Et donc, on est prêt à le faire, y compris, entre guillemets, à vil prix. Donc là, il y a des sujets auxquels il va falloir répondre
pour savoir si c'est des conditions. Voilà. Maintenant, sur l'activité en Chine, il y a effectivement des signes de ralentissement, mais c'est pas non plus complètement le désastre quand on regarde, je pense à des sociétés comme Schneider, qui sont, quand on est exposé aux bons segments, qui sont toujours ceux de l'électrification, de la digitalisation, on a quand même des besoins qui sont... C'est le pays dans le monde qui investit le plus dans ce sens-là. Et donc, effectivement, ces sociétés-là continuent à bien se porter. Sur le luxe, on a eu effectivement des rebonds qui étaient moins importants peut-être qu'attendus, mais néanmoins, on retrouve des niveaux de croissance qui sont... des niveaux de vente absolue qui sont intéressants. C'est ce qu'on voyait également ce matin chez Xenia. Et donc, la Chine n'est pas morte. Et hier soir, il y avait beaucoup d'inquiétudes sur les résultats de SEB. En fait, la bonne surprise, elle venait justement de la Chine, avec notamment sur le marché du café professionnel. Donc, il y a encore de la vitalité. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que vu qu'il n'y a pas de système de protection sociale ou de retraite, une partie des économies sont liées au secteur immobilier. Et forcément, ça pèse sur le sentiment. Ça, c'est... Avec en plus un marché boursier qui pouvait aussi servir de petite cassette. Donc il y a des freins. Oui. Mais c'est en ça que, d'une manière plus générale, c'est en ça que nous, on aime bien le marché des actions européennes, parce que, quasiment de manière structurelle, c'est un marché qui est très diversifié. Donc, on a un peu d'exposition en Chine, mais on n'a pas que de la Chine. Parce que quand on a l'exposition en Chine, on a généralement aussi de l'exposition américaine, parce que et ça, c'est à mon sens le point fort des sociétés européennes, c'est que le fait d'avoir dû aller chercher des marchés à l'export pour essayer de grandir, en réalité, ça les a obligés à avoir des produits qui soient concurrentiels, compétitifs, et que là où elles sont encore actives, en réalité, on a des sociétés qui sont souvent très efficaces, très efficientes. Et cette diversification, c'est exactement ce qu'on recherche quand on veut investir en actions. Donc, par nature, les sociétés européennes, pour moi, offrent un attrait qui, aujourd'hui, n'est certainement pas reconnu quand on regarde leur niveau de valorisation. Et c'est assez marrant, c'est que la décote du marché européen par rapport au marché américain n'a jamais été aussi importante, alors même que la part de chiffre d'affaires des sociétés européennes n'a jamais été aussi important. On est à 55%, on était à moins de 40% il y a 15 ans. Donc, elles sont là aussi, on parlait de l'Argentine tout à l'heure, qui est l'extrême, mais elles sont victimes aussi du code postal européen. En partie, oui. Parce que l'écart, le gap entre la croissance américaine et enfin le potentiel américain et le potentiel économique européen, de ce point de vue-là, il est indéniable. Mais quand on associe ces entreprises à la fragilité économique de l'Europe, alors que c'est pas leur sujet pour beaucoup d'entre elles. C'est pas le sujet. En ouverture, vous parliez des résultats de Novo Nordisk. On va en parler, oui. Je veux dire, Novo Nordisk, ils vendent pas le GLP-1, que ce soit le Wegovy ou l'Ozempic, ils le vendent pas en Europe. Non. Leur premier marché, c'est le marché américain. Mais ils le produisent chez nous. Ils le produisent chez nous. C'est pour ça que je décrète que c'est l'emblème du renouveau boursier européen. Mais c'est la même chose pour LVMH qui vend aujourd'hui plus de 30% sur le marché américain. Donc ces sociétés-là, aujourd'hui, elles profitent de ces débouchés-là. Donc ce qui est intéressant, c'est que... Et donc, il y a une partie de leur décote qui est liée au fait qu'elles sont cotées sur des places boursières européennes, où elles sont localisées... L'évidence, la meilleure preuve, c'est ce qui s'est passé cette année. On a eu un certain nombre de sociétés qui ont décidé de se délister du marché européen pour aller se coter aux États-Unis. Je pense à Linde. Il y a Linde, on a eu CRH, et que systématiquement, ça s'est traduit par un re-rating. On a eu CRH dans le ciment, on a eu CNH plus récemment dans les tracteurs. Et une des questions qui se pourrait se poser, c'est que des sociétés qui sont très largement exposées, ou pour lesquelles le marché américain est le premier marché, je veux dire, on pourrait prendre le cas de Stellantis. Je veux dire, aujourd'hui, c'est un groupe qui est en bien meilleure forme que Ford et GM. Il a une décote de 30%. Sans raison. Donc, ça doit, à mon sens, soulever des questions. Et la réalité, une des raisons pour lesquelles en fait aujourd'hui on a cette décote, c'est parce qu'en fait aujourd'hui en Europe, on n'a plus d'actionnaires de long terme. Je veux dire, c'est un vrai sujet. On n'a plus d'investisseurs de long terme. Et on a des actionnaires de passage, quoi. On a des actionnaires de passage. On répond et on n'a qu'à voir la volatilité des cours sur les annonces de résultats. On est aux mains des hedge funds, ce qui est un non-sens. Donc aujourd'hui, il serait urgent
de pouvoir se poser la question de savoir s'il faut des fonds souverains, des fonds de pension ou revoir la régulation d'un certain nombre d'industries qui aujourd'hui qui étaient des traditionnels. Il y a des efforts permanents qui sont faits. Il y a des efforts de place qui sont faits, des initiatives TBO pour soutenir certains secteurs spécifiques avec des investisseurs cornerstone, comme on dit, etc. Mais ça sert à rien. Si vous êtes, je veux dire, si vous n'avez pas la main mise sur votre passif. Oui, j'entends. Je veux dire, si vous gérez des fonds pour compte de tiers et que vos porteurs peuvent partir le jour au lendemain, je veux dire, en aucun cas vous pouvez devenir actionnaire de long terme. Ou en tout cas sur une très petite portion. Novo, est-ce que c'est cher ou pas? Et si oui, de combien? On a eu un parcours boursier qui était effectivement très surprenant. Oui, en absolu, à l'instant T, c'est cher. Maintenant, si la croissance continue sur le rythme qu'ils sont annoncés. Ils ont annoncé pour les perspectives pour 2024, c'est une croissance des résultats opérationnels entre 23 et 28%. Je rappelle, ils sont contraints dans leur croissance. Ils n'arrivent pas à servir tout le marché, toute la demande et tout le marché adressable sur leurs nouveaux produits. Donc, le titre, à l'instant T, est sans doute un peu cher. Moi, ce qui aurait tendance à m'alerter sur un titre comme Novo Nordisk, c'est un titre qu'on regarde depuis longtemps, qu'on a pu avoir dans les portefeuilles depuis longtemps, c'est que, un peu avec un bon sens paysan, c'est que quand c'est un titre dont tout le monde vous parle et qui était dans les titres des journaux de 20 heures, je me dis qu'il y a un tout petit peu d'excitation, pour des bonnes raisons, le marché est énorme. Oui. Mais que du coup, si on regarde les flux, en fait, aujourd'hui, on peut se demander qui n'a pas de Novo Nordisk en portefeuille. Oui, mais le point, c'est lequel? C'est-à-dire, à partir du moment où tout le monde en a déjà, en réalité, vous êtes plus sensible marginalement à la mauvaise nouvelle qu'à la bonne nouvelle. Et donc, c'est plus une position tactique qu'une position fondamentale. Si la question, c'est à 3-5 ans, pour l'instant, il n'y a pas de concurrent véritable. On pourra se poser la question de savoir s'il ne va pas y avoir un moment des baisses de prix. Et du coup, pour la collectivité de ce type de traitement. Mais voilà, il y a quand même aujourd'hui une convergence des flux sur ce titre. Peut-être un pic de hype, quoi. Voilà. Bon, mais comme pour Nvidia, on parle beaucoup de LVMH aussi, toujours. Bon, ça n'empêche pas le... Mais oui, mais on a vu qu'LVMH a pu connaître un petit trou d'air, oui. Dernière question, Étienne. Est-ce qu'il y a un avant, un après la baisse de taux de la Fed pour les marchés? Comment se comporte le marché jusqu'à la première baisse de taux de la Fed et comment il se comporte ensuite? Ça c'est une question, j'y avais pas réfléchi. Alors attendez. Ah bon non mais je sais pas. C'est-à-dire que en fait vous avez deux choses. Vous avez la baisse de taux et est-ce que la baisse de taux annonce des baisses de taux supplémentaires? Donc c'est pas juste un one-off 25 BP. Tout dépend de la nature de la baisse de taux. Voilà, c'est le signe de. Mais tel qu'on l'imagine aujourd'hui. De détente. On est dans des marchés qui sont extrêmement digitaux, c'est-à-dire qui s'emballent à la moindre nouvelle sans rationalité ou sans modération. Donc on peut parier que 25 BP serait dans le mindset des investisseurs le signe d'un démarrage, d'un long signe de baisse de taux, signe de baisse de taux qui sera amené à être violemment corrigé par la suite. Vous voyez, donc on peut très bien avoir une phase d'emballement au début avant une brutale prise de conscience que ça n'est pas du tout le cas. Merci à vous trois. Merci pour vos éclairages apportés à la situation des marchés aujourd'hui. Étienne de Marsac, Monarchia Capital, Gilles Guibou, AXA IM et Léa Dauphin, Stack Economics, c'était les invités de Planète Marché.